Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, officiellement, l'éducation nationale veut promouvoir la place des filles dans les filières scientifiques. Pourtant, la réforme du lycée l'a encore minorée et ce phénomène culmine en mathématiques. Alors pourquoi cette situation et surtout comment changer des choses? On va en parler avec Clémence Perronnet, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Warrett. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité mémorielle et programme d'histoire. On honorera ce week-end le premier anniversaire de la disparition du dernier survivant du massacre d'Oradour sur Glane. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, zoom sur un phénomène musical, nouvelle idole des jeunes, il s'appelle Nino. Et puis enfin, comme tous les vendredis, on poussera les portes de la librairie pour y retrouver Célie Luton et ses 3 échos au livre de notre invité, 3 ouvrages pour les enfants et les ados, avec pour héroïne des femmes scientifiques. Il y a même une matheuse dedans, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Les mathématiques aiment à se présenter comme une science universelle, alors comment expliquer que les femmes y soient à ce point minoritaires, phénomène renforcé si ces femmes sont issues de milieux défavorisés et d'origine ethnique différente? C'est la question que pose le livre de Clémence Perronnet, Claire Marc et Olga Paris-Romaskevitch. Son titre, Matheuses au pluriel, les filles, avenir des mathématiques, et il vient de sortir ce livre chez CNRS Éditions. Clémence Perronnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctoresse en sociologie, membre du laboratoire Centre Max Weber et chercheuse à l'agence Phare. Vos spécialités, la sociologie de la culture, de l'éducation, des sciences et du genre. Un tout petit mot sur la méthode. J'ai cité les 3 autrices, donc vos 2 co-autrices. J'aurais pu citer aussi les participantes des stages Cigale. C'est quoi les stages Cigale? Alors les stages des Cigale, ce sont des stages de mathématiques en non-mixité qui sont organisés pour les jeunes filles de 16 ans et qui sont nés à Aix-Marseille. C'est co-organisé par des chercheurs et des chercheuses du laboratoire de mathématiques et d'informatique. Et vous les avez mises à contribution? Absolument. Alors plutôt, on a enquêté avec elles, donc voilà. On a réalisé une enquête sociologique avec ces adolescentes. Alors, je vous ai dit, CNRS Éditions, ça fait tout de suite bouquin hyper sérieux. Je tiens à préciser qu'il y a plein de livres en un. Et il y a aussi un livre avec des énigmes. Et par exemple, alors je vous le montre juste pour que vous ayez idée. Voilà, quand je dis que c'est vivant, c'est vivant. Et là, en l'espèce, ces jeunes femmes ont présenté des problèmes mathématiques. Comme par exemple, là, j'ai ouvert au pif le problème de Lynn, la broderie Ito-Mesashi. Donc ça fait partie du bouquin. Il y avait cette idée d'en faire un 2 en 1 ou un 3 en 1. Alors, ce ne sont pas les ados qui ont écrit les problèmes, mais ce sont les problèmes sur lesquels elles ont vraiment travaillé pendant leur stage. Mais c'est Olga Paris-Romaskevitch qui les a retravaillés. Qui les a conçus. Le livre s'intéresse à 3 catégories qui disparaissent au fil des études de mathématiques et que j'ai citées en intro. Les filles, les personnes issues des classes populaires et celles issues des minorités. Je veux bien que vous redonniez quelques chiffres. Ils sont au début du bouquin, ils sont quand même très spectaculaires. Oui, alors c'est un phénomène qu'on a à peu près similaire pour ces 3 groupes-là. Alors forcément, celles qui sont les plus nombreuses au départ, c'est les filles. C'est normalement la moitié de la population, mais au lycée, c'est même un petit peu plus. On a 54% de filles. Et en fait, elles disparaissent à chaque étape. C'est-à-dire quand on regarde qui fait encore des mathématiques en première, puis en terminale, alors là, actuellement, on est autour de 40%, donc on perd quelques filles. Et puis si on continue dans les parcours, si on va dans le supérieur, on en perd encore. On est sous les 30% de filles, par exemple, dans les classes préparatoires, maths physique ou à l'université. Comme je ne suis pas très bon en maths, mais que je suis très bon en approximation, ça fait quand même quasiment la moitié de perte. Pas tout à fait, il faudrait que ce soit 60-30, mais bref. Si on ajoute, ou si on considère à l'intérieur de cette catégorie, les filles qui sont issues des classes populaires. Alors, c'est difficile de croiser. Donc, ce qu'on peut faire, c'est regarder seulement l'ensemble des élèves issus des classes populaires. Ils sont un peu moins nombreux et nombreuses au départ, ils sont autour de 30%, mais la perte est encore plus importante, on peut dire, puisqu'ils vont être moins de 20% dans les classes de lycée, à toujours continuer à faire des mathématiques, et ils vont être même moins de 10% après dans ces filières prestigieuses. Et alors, si on rajoute ces filles issues de milieux populaires et également des minorités? Voilà, donc si on travaille le sexisme, l'élitisme, on peut aussi travailler sur la question du racisme. Là, en fait, on n'a pas de données en France, puisqu'on ne produit pas ce genre de données statistiques ethniques, c'est interdit. On est obligé d'aller chercher des comparaisons internationales. Il y en a au Royaume-Uni, puis il y en a surtout aux États-Unis, qui publient le plus de données, et on voit se produire à peu près la même chose. Donc, si on prend un indicateur, comme par exemple les lycéens et les lycéennes noirs aux États-Unis, là, pareil, ils sont autour de 20% au départ, et ils tombent en fait à moins de 5% si on regarde les personnes qui font des licences de maths. Compliqué, effectivement, de travailler sur ces statistiques ethniques, même si ça poserait d'autres problèmes. Un chercheur en sociologie avait essayé il y a des années, Georges Felouzis, il avait fait des recherches là-dessus, en partant des prénoms, mais ça avait été très critiqué par toute la communauté scientifique. Dans les réformes qui ont fait mal, je le citais en intro, celle du lycée, pourquoi ?
Alors, il y a eu ce changement, la réforme du lycée, qui a transformé les anciennes filières qu'on connaissait, L, S, ES, en choix d'options et de spécialités pour les élèves. L'idée, ce qui était présenté, était d'ouvrir les choix et de permettre des combinaisons un peu originales. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que ça a obligé les élèves à sélectionner davantage les matières qu'elles et ils veulent étudier. Et la conséquence, ça a été que moins de filles, beaucoup moins de filles, choisissent et du coup étudient les mathématiques. Ce qui s'est passé, c'est un recul vraiment important, puisque là, juste après la réforme, dans l'année qui a suivi, on avait seulement une fille sur deux qui, à 17 ans, en première, étudiait encore les maths. Et ça, on en avait déjà parlé ici avec une collègue chercheuse à vous, qui était économiste, et qui dit, en fait, c'était largement prévisible avant la réforme. Enfin, les mécanismes étaient quand même anticipables. C'est pareil ailleurs, on ne va pas trop se battre la coulpe, sauf, quand je dis ailleurs, dans d'autres pays, sauf quand les maths ne sont pas une filière d'élite. Oui, c'est ça. Alors, les inégalités sociales devant les mathématiques, c'est international. Quand on trouve des exceptions, c'est parce que, par exemple, un cas classique, c'est le cas de l'université en Italie et au Portugal, où on va trouver plus de filles en licence de maths, mais c'est parce que ce sont des licences qui destinent principalement à l'enseignement, alors qu'en France, les licences d'enseignement vont aussi être en sciences de l'éducation. Donc le phénomène est international, mais quand même, on a une spécificité française qui est la force des inégalités de classe sociale. On est un des pays où c'est le plus fort. Un tiers de filles de professeurs, un quart de filles d'ingénieurs. Le Graal, c'est quand on est fils au masculin de polytechnicien. Là, on a toutes les chances de la Terre. Pourtant, tout ça n'est pas génétique. On va en parler juste après l'anti-sèche. Des portraits dessinés de filles souriantes, des bulles évoquant une bande dessinée, des croquis sur des cahiers d'écoliers inciteraient à classer ce livre dans la catégorie des ouvrages bon enfant de vulgarisation parlant des femmes en maths. Erreur. Le propos de cet essai, original sur la forme, sociologique et féministe sur le fond, est bien plus incisif, je vais dire inclusif aussi. Il risque de susciter de nombreux débats au sein de la communauté mathématique. C'est ce qu'écrit le journal Le Monde à propos de ce livre que co-signe donc Clémence Perronnet, que l'on retrouve après l'anti-sèche. Brandon Warret. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-sèche, anniversaire en ce 9 février qui sera célébré dimanche, celui de la disparition du dernier rescapé du massacre d'Oradour-sur-Glane. Robert Ebra, il est décédé le 11 février 2023 et c'est l'occasion pour vous de revenir sur cet événement important de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, un événement qui fait partie des programmes scolaires, que ce soit d'ailleurs en troisième, en première et terminale, mais qui n'a qu'une petite place à la fin du programme de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, c'est un événement ô combien stratégique. On va rappeler un peu le contexte. Donc, Oradour-sur-Glane, petit village du centre de la France qui se trouve dans le département de la Haute-Vienne. Nous sommes à environ une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Limoges. Et ce 10 juin 1944, il va connaître l'horreur. La recontextualisation quand même, en février 1944, on a des hommes de la 2e division blindée Das Reich qui sont sur le front russe, qui sont envoyés en France pour reconstituer justement ces effectifs. Ils sont envoyés autour de Bordeaux. On cherche des engagements volontaires. Le problème, c'est qu'ils ont du mal à en trouver, donc ils vont commencer à incorporer de force des hommes jeunes, et notamment les malgré nous, ces Alsaciens, ces Mosellans qui feront partie de la division. Ils ont environ 20, 22, 25 ans, et donc ils commencent à travailler dans cette région, autour du Massif central, à neutraliser la résistance. C'est des missions classiques, les mêmes missions pour la division en Russie. Ça se passe aussi en France, et partout où elle passe, elle remonte vers le nord de la France, dans le centre, elle est harcelée par les maquisards. Et elle laisse sur son chemin une trace sanglante qu'on peut suivre. Cette division d'Ice Reich qui veut aller encore plus loin, qui veut décourager la résistance, s'appelle morale des populations qui soutiennent le maquis. On l'avait vu en parlant d'ailleurs du camp du Struthof, c'était au cœur de la stratégie des nazis, il fallait terroriser les populations. Totalement. Et le 9 juin 1944, la division arrive à Tulle et 99 personnes sont pendues. Le lendemain, elle fait irruption à 1 heure de là, donc c'est à Oradour-sur-Glane sur cette route. Et aux alentours de 14 heures, on a le commandant Hans Lammerding qui réunit la population sur la place du Champ de Foire, femmes, hommes, enfants, rassemblés sur cette place principale. Et une demi-heure plus tard, le coup d'envoi est donné. Les femmes et les enfants sont envoyés vers l'église et les différents bâtiments autour, les hommes dans les granges et les bâtiments. Et ensuite, à la fin de l'après-midi, aux alentours de 17h, le bilan est extrêmement lourd. 643 personnes sont tuées. On incendie tous les bâtiments, dont 437 femmes et enfants. Après ce massacre, donc là, les divisions par direction rejoint un peu plus le nord de la France. Après ce massacre, on a le résultat d'un tribunal. En 1953, l'association des familles de martyrs se bat depuis des années pour obtenir réparation, et on a 21 exécutants qui étaient présents à Oradour-sur-Glane qui sont jugés, parmi eux des malgré nous présents
le 10 juin 1944 à Oradour. Climat pendant ce procès sous haute tension, un verdict qui tombe le 13 février. Les incorporés de force sont condamnés à des peines de prison ou de travaux forcés. Totalement, et le village d'Oradour-sur-Glane reste encore aujourd'hui le seul village martyr en Europe dont les ruines ont été intégralement préservées. Aujourd'hui, ces ruines existent encore. Elles sont évidemment essentielles pour se souvenir. En 1999, on a le président Jacques Chirac qui inaugure un centre de la mémoire pour transmettre ce souvenir aux victimes et pour que les ruines existent encore, notamment pour la transmission autour des plus jeunes. Le village d'origine a disparu, mais le général de Gaulle a souhaité dès 1944 la construction d'un nouveau bourg à côté pour que la vie reprenne ses droits et pour permettre la renaissance d'une communauté blessée. Et le 10 juin 1947, le président de la République, Vincent Auriol, pose la première pierre. Ce village existe toujours aujourd'hui. On a environ 2500 habitants, ses commerces, ses magasins et même son club de foot. Et donc, il y a un an, jour pour jour, presque un an, jour pour jour, le 11 février 2023, Robert Ebras nous quittait. Toute sa vie, malgré son travail de mécanicien dans la région parisienne, il a passé sa vie à témoigner auprès des plus jeunes. Merci beaucoup, Brandon. Clémence Perronnet, invitée du Grand Oral pour le livre Matheuses, les filles avenir des mathématiques, qui vient de sortir chez CNRS Éditions. Si vous vous rejoignez à l'instant, allez hop, je le réouvre au hasard, ça marche avec toutes les pages, c'est pratique. C'est pas juste un livre de maths compliqué, vous savez ce qu'écrit CNRS Éditions, qui a que des trucs gris, c'est extrêmement vivant, extrêmement dynamique. Il y a de la recherche évidemment, mais il y a aussi beaucoup de témoignages de jeunes femmes, notamment celles qui participaient au stage des Cigales. Votre précédent ouvrage, Clémence, s'intitulait La bosse des maths n'existe pas, ce qui m'enlève mon excuse pour avoir été nul en maths, j'avais pas la bosse des maths. On est deux. Sous-titre Rétablir l'égalité des chances dans les matières scientifiques, c'était sorti chez Autrement. Je veux bien qu'on révise, parce que c'est pas sans lien d'ailleurs. Il y a cette mythologie de la bosse des maths, on l'a pas, et alors les garçons l'auraient plus que les filles. En fait, Matheuses, c'est un peu la suite de La bosse des maths n'existe pas, parce que je travaillais sur des enfants, et là, ce sont des adolescentes, mais c'est la même génération. Et l'enjeu pour moi, en travaillant sur des enfants, et là, en commençant à les interroger et à les suivre quand elles et ils étaient au CM1 et jusqu'à la 5e, c'était vraiment de comprendre ce qui se passe très tôt pour battre en brèche cette idée qu'il y a une nature et une évidence biologique de nos rapports aux sciences. L'objectif, c'était d'aller voir ce qui se passe à l'école primaire et au collège pour montrer que, loin d'être naturel, tous nos rapports aux maths et aux sciences, ils se construisent et ils ont de très bonnes raisons de se construire, mais on oublie ce qui s'est passé quand on était petit et après on a l'impression que c'était naturel. Alors, ce qui se passe quand on est petit, c'est notamment l'influence des pères. Alors voilà, il y a la famille, pères comme les papas, pas les pères PAIRS. Alors ça, c'est tout. Mais les pères aussi. La famille, pères l'école, les copains et les copines. Mais l'influence des parents, forcément, elle est très forte dans les premières années. L'influence des pères et l'influence des mères, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la voie la plus facile pour devenir une fille et donc une femme scientifique, c'est d'avoir soi-même une mère scientifique. Il y a vraiment un rôle très important d'ouverture des possibles par les mères scientifiques, mais dans tous les cas, avoir des parents scientifiques, ça fait augmenter les chances de devenir soi-même un ou une scientifique. La quantité de travail requise varie également, expliquez-vous, selon les conditions sociales. Ah oui, c'est cette idée que, alors c'est pour essayer de déconstruire toutes ces notions de mérite, de talent et même de génie. Et c'est très important en mathématiques parce que ça revient tout le temps. Cette idée qu'il y a quelque chose qu'on n'explique pas chez les gens qui sont bons en mathématiques. Et là, les deux informations clés à retenir, c'est que ce qu'on n'explique pas, en réalité, c'est toujours du travail, même si on ne le voit pas, et même s'il est parfois caché, et que cette quantité de travail, elle n'est pas la même justement si on vient d'une famille où dès petit on a été habitué. Certains exemples qu'on a dans le livre, c'est mes parents me faisaient faire du calcul mental dans la voiture pendant les vacances. Si on a fait ça, c'est une forme de travail, oui, on l'identifie pas. Mais c'était plaisant et on se rend pas compte. Et donc l'idée que la quantité de travail nécessaire dépend du milieu social, c'est ça, c'est que si on n'a pas eu ça, on a des heures et des heures d'entraînement à caser quelque part et on a vite fait de nous dire qu'en plus donc on n'est pas doué et d'effacer tout ce travail qui a été fait. Sortir de l'idéologie du don, écrivez-vous dans le livre. Moins de filles en maths, mais plus en médecine. 70% des étudiants en médecine sont des étudiantes. En dentaire, c'est pareil. 70% en prépa bio. Donc c'est pas une incompatibilité avec les sciences. Ça renvoie à quoi ? Des rapports, des images très genrées de les femmes sont du côté du care, c'est-à-dire de l'attention, du soin aux autres. C'est ça, c'est pas une incompatibilité entre les femmes et les sciences en général, c'est vraiment une répartition et une division des sexes et des classes sociales dans les différentes disciplines, et ça tient beaucoup aux valeurs, aux représentations qui sont associées à ces disciplines. Et là où il y a le plus de femmes, ça va vraiment être les sciences où il s'agit de prendre soin
de quelque chose de vivant. Alors ça peut être les humains, la médecine, ça peut être les animaux, c'est toutes les sciences vétérinaires, ça peut être au sens large l'environnement. Et on a la biologie, on a aussi la chimie. Mais alors il y a deux choses à ne pas oublier avec ces sciences-là, c'est que ça ne veut pas dire qu'elles sont vraiment plus égalitaires que les autres, parce que les femmes y rencontrent toujours un plafond de verre, ce qui fait qu'elles ne sont pas non plus aux postes les plus importants. Et puis il y a ce phénomène assez terrible qui est que plus il y a de femmes dans une discipline scientifique, plus elle va être socialement dévalorisée. Pas que les femmes causent une perte de valeur, mais que le fait que ça se féminise... C'est dans l'image que ça renvoie. Associe ça à une dégradation de la qualité. Avec la médecine, on le voit clairement, et tous les discours qui entourent la féminisation de ce métier. Pour chimie et biologie que vous venez de citer, vous ajoutez une dimension qui est cette image de minutie, qui renvoie, une forme de soin d'ailleurs, mais c'est le soin dans le geste, c'est le... Et là, les femmes seraient meilleures. Il y a une manip à faire, fait là. Alors, ma collègue Isabelle Collet, sociologue, elle a une très bonne façon de dire ça. Elle dit les stéréotypes changent avec la majorité. C'est-à-dire que si on a plus de femmes dans un métier, tout d'un coup, on va avoir plein de stéréotypes disant que c'est minutieux, qu'il faut être attentif, qu'il faut avoir de l'émotion. Par contre, s'il y a plus d'hommes et qu'on a intérêt à se connaître de plus en plus, là, hop, on change les stéréotypes. Mais tout ça n'est ni la nature des hommes et des femmes, ni la nature des sciences même. C'est encore une façon de justifier l'ordre social. Pourtant, les choses bougent parfois un peu. Vous montrez une frise sur les États-Unis qui commence dans les années 50, si mes souvenirs sont bons, et à mesure que les filles ont accès aux mêmes études, là, on voit que les inégalités se résorbent. Donc l'école, ça sert à quelque chose, en gros. Ce qui bouge, là où on a progressé, c'est sur les compétences et les performances. Donc on part d'un état des années, quand on a les premières données, les premières enquêtes dans les années 50, on observe effectivement des écarts de compétences et de performances. En gros, c'est là qu'on observe que les filles sont un peu moins bonnes, par exemple, pour se repérer dans l'espace et la rotation spatiale. Et c'est de là que vient le préjugé qui est la vie très dure, que les femmes ne savent pas faire ça, ne savent pas lire une carte. Ça vient de ce moment-là. Mais dès qu'il y a eu harmonisation des programmes scolaires et en fait même enseignement donné aux filles et aux garçons, ou enseignement très similaire, on a vu se résorber ces écarts de performance et de compétences. On a découvert qu'elles lisaient les cartes aussi bien que les hommes. Mais ça n'a pas réduit les écarts d'orientation. C'est ça ce qui pose problème aujourd'hui. Parce que ça avance plus lentement. Pour avancer vers l'égalité et réaliser véritablement leur ambition universelle, les mathématiques doivent repenser complètement leur histoire, leur fonctionnement et leur sens. Extrait d'une citation extraite du vaste programme, celui que fixe Clémence Perronnet et ses co-autrices dans Matheuses, les filles à venir des mathématiques, qu'on va continuer à en parler juste après la récré. Brandon. Rebonjour Brandon. Bonjour. Récré de ce 9 février qui nous emmène tout droit sur scène pour parler d'une star musicale des jeunes qui fait beaucoup parler de lui, notamment ces derniers jours, ces dernières semaines. Oui, exactement. C'est la nouvelle coqueluche des jeunes. Est-ce que vous connaissez son nom? Il s'appelle Ninho. C'est là où j'assume. C'est là où on voit que vous avez plus de 27 ans. Moi, je connaissais un phénomène Ninho, c'était un phénomène climatique. El Niño. Et ça s'écrit pas pareil. Oui, exactement. Alors lui, il a 27 ans et c'est vraiment la nouvelle star du rap français. Alors si vous êtes forcément un amateur de rap, vous le connaissez. Par contre, si je vous dis 80 000, à votre avis, ça correspond à quoi? Le nombre de places au Stade de France. Exactement, voilà. Sachez, vous m'auriez dit 50 000, je vous aurais dit Parc des Princes. Vendu par le rappeur Ninho pour son premier Stade de France qui aura lieu le 3 mai 2025. Là, on parle de 80 000, remplir un Stade de France, d'accord, mais seulement en 7 heures, il a rempli ce Stade de France, un sold out. C'est tout simplement un record du jamais vu pour un rappeur français. Un sold out en seulement 7 heures. Il a partagé sur Instagram une publication et les places se sont envolées comme des petits pains. Et après avoir rempli l'Accor Arena en 2021, la Défense Arena en 2022, il rejoindra les 3 seuls rappeurs français à s'être produits au Stade de France, Soprano, Gims et Booba. Et là, ça clôturera sa grande tournée qui commence dans quelques jours. C'est le Jeffy Airlines Tour. Bon, plus de place pour le Stade de France. Je vous rassure quand même à la maison, même vous Emmanuel, ou vous également si vous voulez assister à un concert de Ninho. Vous avez par exemple le Wheel of Green Festival au mois de mai. Festival. Il reste des places, magnifique festival. Ou encore les Francopholies de La Rochelle. Autre super festival. Voilà comment le nouveau maître incontesté de la musique urbaine s'impose petit à petit. Allez, tous au Franco, tous à Wheel of Green, quand même le festival green, vert, ils font plein d'efforts depuis des années. Public super large. En mathématiques comme ailleurs, et parfois même plus qu'ailleurs, s'exerce toujours une domination patriarcale, élitiste et raciste qui tient la majorité de la population à distance de ce qui est pourtant présenté comme la plus universelle des sciences. Voici ce qu'écrivent les autrices de Matheuses, les filles à venir des mathématiques, qui vient de sortir chez CNRS Éditions. Il y a un domaine, vous le rappelez dans le bouquin Clémence, d'où les femmes ont été littéralement chassées, c'est l'informatique. Alors vous citez ce film que personnellement j'ai vu beaucoup aimer, Les Figures de l'ombre. Vous citez aussi la figure d'Ada Lovelace, la fille de Lord Byron, inventrice du premier code informatique. Mais dès que c'est devenu un champ de pouvoir,
hop, les hommes ont récupéré le truc. C'est ça s'est passé au tournant des années 1970-80, et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, changement d'enjeu économique, de pouvoir, changement de stéréotype. Et avec l'informatique, c'est flagrant, c'est-à-dire qu'on passe vraiment d'une activité de bureau minutieuse, on trouve même des textes dans lesquels on dit que l'informatique, ça ne nécessite pas beaucoup de rationalité, pas beaucoup de logique, donc c'est une bonne affaire de femme. Et puis, quand il se met à y avoir de l'argent à gagner, des métiers prestigieux à obtenir, eh bien, il y a ce glissement qui est en fait assez rapide, en une décennie, et on va aussi changer d'image sur l'informatique et y voir au contraire une discipline scientifique de rigueur, de logique, d'abstraction et de théorie. Et ça s'accompagne de la masculinisation de la discipline. Et là-dessus, vous insistez, vous dites les femmes ont été censurées. C'est pas, comme on le dit très souvent, de l'autocensure, du manque de confiance en soi. Vous dites c'est pas ça, elles n'ont pas le droit de parler, elles ont effacé de l'histoire des sciences, comme de l'histoire en général d'ailleurs. L'histoire des mathématiques, c'est pareil. Alors aujourd'hui, il y a un peu un militantisme, il y a une école qui s'appelle ADA, il y a quelques figures qu'on essaie de ressusciter, mais c'est un effacement volontaire. Oui, la démarche globale, c'est censure sociale et effacement. Et ça, c'est important. Et pour l'histoire, ce qui s'est passé en informatique, qui a été vraiment une mise à la porte des femmes, et pour ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire passer, puisqu'il y a tous ces discours sur le fait que le manque de confiance ou le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice, qui remettent toujours la faute sur les individus qui n'oseraient pas, ne se sentiraient pas assez, se mettraient des barrières tout seuls ou toutes seules. Et ce qu'on voit, et dans l'histoire et dans la sociologie aujourd'hui, c'est que c'est pas ça. C'est qu'il y a de très bonnes raisons de ne pas vouloir y aller, qui sont très rationnelles et pas du tout émotives, parce qu'en face, il y a de l'exclusion, il y a aussi de la violence, et il y a plein de bonnes raisons de ne pas vouloir aller s'exposer à tout ça. Garçons et filles sont traités différemment au sein de classes mixtes depuis les années 70, une mixité qui aurait pu atténuer les inégalités entre garçons et filles. En fait, ça les a aggravées. Oui, c'est la grande difficulté qu'on a avec la mixité scolaire. Parce que vous êtes plutôt pour dans l'absolu. Bien sûr, c'est un objectif de société. Philosophiquement, moralement, oui, voilà. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ça ne marche pas si bien qu'on le voudrait. Et effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la mixité scolaire instaurée en France dessert plutôt les filles dans les salles de classe. Mais c'est aussi intéressant de se demander pourquoi elle a été mise en place. Et quand on recreuse un peu historiquement, on voit que la motivation n'était pas forcément l'égalité entre les filles et les garçons, mais était plutôt où est-ce qu'on va caser tous ces élèves. On n'a pas les moyens de construire suffisamment d'écoles. On était en période de massification absolument incroyable du système éducatif. Donc on ne l'a pas bien réfléchi, on ne s'est pas bien demandé ce que ça allait faire justement de mettre dans un même espace, sans y réfléchir et sans forcément se demander ce que les rapports sociaux entre les sexes allaient faire à ces petites filles et ces petits garçons. Et le résultat, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans les salles de classe, il y a encore des interactions qui empêchent les filles d'être sereines et donc d'avoir l'esprit libre pour, par exemple, apprendre les mathématiques. Et il y a un endroit, je vous avoue, j'ai déjà croisé le sujet, mais je l'ignorais totalement, où la fin de la non-mixité a eu des effets très très spectaculaires. Ce sont les écoles normales supérieures. C'est-à-dire, on est vraiment la crème de l'élite. Les filles sont les grandes perdantes de la mixité. Ah oui, il y a une chute tout à fait hallucinante du nombre de femmes dans les écoles normales supérieures en mathématiques et en physique au moment où elles sont réunies. Il y avait filles et garçons séparément. Les deux sont réunis. Et on perd un nombre incroyable de jeunes femmes dans ces disciplines-là. Pareil, ça avait été annoncé. On retrouve cette idée qu'il y avait les historiennes, les sociologues savaient que ça allait se passer comme ça. Et ça s'est passé comme prévu. Il faudrait écouter un peu plus les sociologues. Tout ça ne neutralise ni les inégalités sociales, ni les inégalités raciales, par ailleurs. Mixité ou non-mixité. C'est aussi une des limites. La non-mixité ponctuelle et choisie comme elle est dans les stages des cigales, ça permet en fait de suspendre pendant un temps une partie des rapports sexistes et donc la violence contre les jeunes filles, mais ça résout pas tout. Il y a encore des rapports de classe sociale et puis il y a encore des rapports liés aux inégalités raciales, ce qui fait que il faut penser tout cela et il faut veiller à tout cela pour ne pas qu'en fait, pousser les filles en mathématiques, ça soit pousser un tout petit nombre de filles et toujours les mêmes. Clémence, on va parler des exemples dans quelques instants avec Célie Luton qui va vous présenter des bouquins qui justement mettent en lumière le rôle d'un certain nombre de femmes dans l'histoire des maths ou dans l'histoire des sciences. C'est quand même très important cette question des rôles modèles. Vous parlez des mères scientifiques. Donner l'exemple, c'est pas rien. Oui, parce que ça manque. Les modèles dans la vraie vie ou dans la fiction de femmes qui sont intelligentes, en fait tout simplement de femmes qui pensent et qui sont là pour leur esprit et pour leur capacité cognitive, ça manque cruellement. Les adolescentes, elles le disent, elles ont beau en chercher, elles n'en trouvent pas. Donc effectivement, la fiction, on peut se dire que c'est le meilleur endroit, et les livres pour en créer, parce que ça va plus vite que de créer des vraies chercheuses. On va appeler Célie Luton pour tout ça. Alors je ne sais pas si c'est des fictions, je crois qu'il y a du documentaire aussi dans l'histoire. Brandon, merci beaucoup. Merci Manuel. La librairie Célie Luton.
Bonjour Célie. Bonjour Emmanuel, bonjour Clémence. La librairie, le rendez-vous avec Célie Luton, elle va nous conseiller des livres. Vous savez que dans le livre de Clémence, quand je dis de Clémence et de Claire et d'Olga, il y a le problème de Célie, un problème que Célie, qui a fait Sage des Cigales, a résolu. C'est un problème sur les rythmes euclidiens. Hein quoi, par exemple, le complémentaire des rythmes euclidiens et rythmes réguliers sont-ils tous les deux euclidiens? C'est problématique. Cadeau. Cette semaine, en plus, vous nous avez préparé une sélection de 3 livres avec des héroïnes qui prennent leur destin en main et des personnages féminins et scientifiques. On commence notamment avec Sophie Germain, La femme cachée des mathématiques. C'est de Sylvie Dodler. Excellent roman, accessible, tellement agréable à lire. Évidemment, Sylvie Dodler, on la connaît beaucoup plus aujourd'hui, mais à son époque, donc juste après la Révolution... Sylvie Dodler, Sophie Germain. Sophie Germain, oui, mais alors Sylvie Dodler aussi. Pas aidé, hein. Sophie Germain écrit énormément d'articles sur les mathématiques. Elle a même un théorème à son nom, mais à l'époque, elle cachait son identité parce que c'est une femme. Elle n'a jamais réussi à avoir l'admiration ou le respect de ses pairs masculins, et c'est son père qui lui a prêté son nom pour signer ses articles. Elle faisait comment alors? Elle écrivait sous pseudo? Oui, elle postait les articles. Elle postait les articles écrits et elle signait par le nom de son papa. Roman pour quel âge? À partir du collège. Année collège? Oui. Un ton très direct, je crois. Ah oui, c'est très 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 dynamique. Vraiment, on s'adresse même au lecteur à quelques reprises et on est vraiment pris dans l'histoire. C'est génial. Génial. Bravo Sophie Germain. Vraiment. Oui. Allez, validé. Les femmes de science vues par une ado un peu vénère, c'est de Natacha Quentin. Oui, alors chez Pulp Fiction. Louise, elle est fâchée, elle est très 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 fâchée parce que son frère a eu l'audace de dire que de toute manière, les maths, les sciences, la physique, la chimie, c'est pas pour les filles. De toute manière, elles sont nulles. Ça va pas, non. Internet est mon ami et elle va faire des recherches et elle va voir qu'il y a pas mal de femmes qui ont fait progresser la science. Par exemple Irène Joliot, vous la connaissez? Eh oui. Ben oui, enfin on connaît en tout cas son papa, sa maman, et elle aussi, elle a eu un prix Nobel avec son mari bien sûr, mais elle a fait avancer cette fabuleuse histoire de la science. On a aussi des astrophysiciennes à l'intérieur. Attendez, j'ai mon petit... On a Jocelyn Bell. Exactement, une astrophysicienne britannique. Vous les connaissez toutes. Pas mal. Oui. Ouais. Ah oui, elle a découvert le pulsar. Moi, je ne savais pas. J'avoue, je fais ma maligne, mais bon. Je ne sais pas ce qu'est un pulsar, donc je veux bien. Mais Louise, elle le dit, elle est vraiment cool. Le ton est très direct, et c'est bien fait. Hein. C'est pas juste écrit à la va-vite, c'est très bien documenté. Il y a plus de 25 portraits de femmes à l'intérieur. Et on a Myriam Chadid ou Fatoumata Kébé, ce qui n'est pas forcément inintéressant par rapport à votre propos dans le bouquin, qui est de dire que les inégalités se cumulent et que ça inclut les inégalités raciales. Le petit robot de bois et la princesse bûche. Oui. Pardon, je ne l'ai pas dit ça. Donc ça, c'est un roman. Hein. Ça a l'air d'être un docu, mais c'est un roman. C'est documentaire, roman, voilà. Illustré, donc on peut le faire dès la fin de primaire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. On attaque CM2, super. Oui. CM1, CM2. Le petit robot de bois et la princesse bûche. Vous pensiez que j'allais oublier de présenter un album? Non. Ben non. Il était une fois le petit robot de bois et la princesse bûche. Un roi et une reine n'arrivent pas à avoir d'enfants. Là, c'est très classique. Mais ça suffit, les clichés, là, maintenant. Donc, notre roi et notre reine vont aller faire appel à une inventrice et à une sorcière. Et grâce à ces deux femmes formidables, ils vont avoir un petit robot de bois et une princesse bûche. Que la voici. C'est ça, c'est une merveilleuse histoire sur la fratrie et sur le courage de ces deux enfants. Petit, hein? À partir de 400 ans, 100 ans. Oui, c'est ça. Oui. Génial. Merci beaucoup pour toutes ces suggestions. Il y en a de plus en plus quand même. Ça progresse, mais le cas de Sophie Germain est intéressant parce que parfois on la présente très mal. Oui. C'est-à-dire toujours cachée derrière les grands hommes qui ont fait son succès. Alors que non. Alors que là, voilà, on l'a, c'est un en majesté. On la place au centre. C'est ça. Sophie Dodler, Sophie Germain, la femme cachée des mathématiques chez Medium Poche, les femmes de science vues par une ado un peu vénère de Natacha Quentin, Pulp Fiction, le petit robot de bois et la princesse bûche de Tom Gold à l'école des loisirs. Merci beaucoup Célie. Avec plaisir. Clémence, merci beaucoup. Je renvoie également à Mateuse, les filles avenir des mathématiques chez CNRS Éditions. C'est absolument passionnant. Célie, vous avez quelques temps pour le truc des rythmes cliniens. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission et qui est en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Goury-Lafont et à la réalisation Théo Boscar. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.